Bonjour Dr Boisdin, merci d'avoir accepté de participer à ces vidéos sur la télémédecine et la télésanté de manière générale. Alors pour commencer, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Alors je suis médecin généraliste à Croisy-sur-Andelle. J'exerce depuis 15 ans dans mon cabinet, une maison de santé. Merci beaucoup. Donc moi je suis Élodie Cuffet, je suis chef de clinique au département de médecine générale et médecin généraliste à Saint-Étienne-du-Rouvray depuis 3 ans. Et moi je suis le docteur Edouard Lemoine, je suis installé à Dieppe et chef de clinique au département de médecine générale. Et donc on va aujourd'hui parler de télésanté. Et depuis quand vous pratiquez de la télésanté? La télésanté, c'est depuis toujours, comme beaucoup de monde finalement, parce qu'on a commencé avec des SMS finalement. Contacter un infirmier ou un autre médecin par SMS, c'est de la télésanté. Mais depuis qu'on l'a formalisé par des outils de téléexpertise ou de la téléconsultation, de la visio. La téléexpertise, j'ai commencé en 2018 et la téléconsultation à peu près à la même époque en réalité. Très bien. Et plutôt la téléconsultation après la téléexpertise, c'est ça? Oui. Okay. Qu'est-ce qui vous a motivé finalement à pratiquer de la téléconsultation? Le fait d'être à la campagne, on a des visites qui sont plus contraignantes qu'en ville. Alors, j'ai remplacé en ville avant de m'installer à la campagne et c'est vrai que si on peut réduire ce nombre de visites, clairement c'était l'objectif numéro 1. Donc à partir de ce moment-là, si les gens pouvaient me contacter directement sur certains types de consultations qu'on va aborder après, ou bien même de la téléconsultation assistée par une infirmière qui passe tous les jours au domicile du patient, on a tout à gagner. Et d'ailleurs, l'histoire prouvera que j'ai divisé par 5 mon nombre de visites. Donc plutôt pour faciliter l'organisation et gagner du temps sur les visites à domicile. Vraiment, du temps, du confort. Comment la téléconsultation a-t-elle modifié votre manière de pratiquer la médecine générale? Elle l'a modifié, donc déjà comme je le disais, sur le nombre de visites à domicile, et puis au niveau des motifs. On est quasiment écolo quoi, en faisant de la téléconsulte, parce que je vais prescrire une IRM du genou pour une entorse. Quel intérêt a le patient, je l'ai examiné, de revenir me déposer son résultat d'examen, sachant que je peux tout avoir comme ça. C'est d'abord comme ça que j'ai utilisé la téléconsultation. Et qui décide de la téléconsultation? Est-ce que c'est le patient qui peut prendre rendez-vous ou bien est-ce que c'est vous qui décidez d'organiser une téléconsultation? Alors ça, au début, il y avait une grande méfiance. On s'est dit, est-ce qu'il faut laisser les créneaux de téléconsultation en ligne sur l'agenda électronique? Je me suis dit, bon allez, on tente, on verra. Alors c'est marrant parce qu'on n'était pas tous d'accord dans le cabinet au sein du groupe. Il y en a d'autres, ils se sont mis à la téléconsultation il y a peu de temps, chacun son rythme. Et en réalité, les gens sont respectueux, ils font pas n'importe quoi, ils ont du bon sens quand même. Enfin, peut-être que dans le pays de Bray, on a plus de bon sens que dans certains endroits, mais en tout cas, ça marche. Combien de consultations vous faites par jour en téléconsultation? Ou par semaine, par mois? Par jour, je suis à 2-3 par jour. Oui, hier, j'en ai eu 3. Est-ce qu'il y a des patients que vous ne voyez que en téléconsultation? Non, jamais. Ça, vraiment, je refuse ça. Ce qui me pose problème avec les étudiants qui vont étudier dans d'autres villes, qui veulent garder le contact, quand je vois que ça fait 3 fois, moi c'est 4 fois de suite une téléconsultation sans voir le patient. Et je dis non, stop, faut trouver une autre solution, c'est trop. On parlait des patients, donc ils étaient plutôt raisonnables, qui prenaient les téléconsultations pour les bons motifs. Et du coup, quels sont les motifs les plus pertinents pour réaliser des téléconsultations? Et à contrario, quels motifs vous semblent pas du tout adaptés pour la téléconsultation? Les plus pertinents, c'est la psychiatrie. Vraiment, le suivi psychiatrique, les sevrages tabagiques et les résultats d'examen. Les prolongations d'arrêt de travail dans le cas de maladies longues, etc. Quelqu'un qui s'est fait opérer d'une arthrodèse, qui n'a pas le droit de conduire, le médecin, le chirurgien n'a pas fait la prolongation, n'a pas fait l'arrêt de travail, je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce qu'il faut le déplacer, sachant qu'il est contre-indiqué à la voiture? Après, finalement, je me rends compte que tel que j'utilise la téléconsultation, c'est l'inverse de ce qui est proposé dans les cabines de téléconsultation. Est-ce qu'ils font quoi dans les cabines de téléconsultation finalement? Ils y vont pour une angine ou pour de l'aigu, en fait. Et finalement, moi je préfère examiner l'aigu. Oui, c'est ça. Dans les soins non programmés, finalement, tout ce qui est aigu, les infections, ça paraît un peu moins pertinent parce que l'examen physique
fait entièrement partie du raisonnement clinique, alors que finalement, pour tout ce qui est suivi de pathologie stable, ça a toute sa place et même ça permet d'optimiser les soins. Il m'arrive d'avoir des cystites chez des personnes qui ne veulent pas s'arrêter de travailler, qui sont sur leur lieu de travail. Et là, c'est tout bénef. Sur le midi, je connais la patiente, je connais ses antécédents, j'ai confiance, voilà. Oui. Et puis là, on peut dérouler l'interrogatoire, même sans bandelette urinaire. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il peut arriver d'avoir des patients qui, au bout de la téléconsultation, vous avez un doute et vous souhaitez les revoir en présentiel, et comment vous organisez pour revoir en urgence ou en semi-urgence ces patients en présentiel au cabinet? Alors, ça arrive rarement, étant donné que je vois peu d'aigus, mais lorsque ça m'arrive de voir de l'aigu comme ça, parce que ça arrive quand même, je veux dire, qu'est-ce que j'ai eu j'ai eu une assistante maternelle qui était coincée avec toute une troupe à la maison. Il fallait la recevoir, quoi. Il fallait trouver une solution pour aussi désamorcer la problématique de la secrétaire qui s'en sortait pas. Bon, ça fait 10 minutes que tu es au téléphone avec, tu vas me passer la patiente, je vais passer encore 10 minutes aussi. Écoute, tu me la mets en visio, tu me mets une téléconsultation et au moins on va voir ce qu'on peut faire. On débrouille l'affaire. Ça a permis de différer quelque part le rendez-vous au lendemain. Moi, j'avais pas de place. C'est mon remplaçant qui l'a vu. Enfin, tout en apportant une réponse au patient. Tout en apportant une réponse transitoire. Mais de toute façon, dans l'aigu, globalement, c'est des réponses transitoires assez fréquemment. Et on le voit bien parce qu'on récupère les gens qui ont consulté en cabine de téléconsultation. On les récupère 2 jours après parce qu'ils n'ont pas eu confiance en ce qui s'était passé. Et pourtant, ils ont eu la charrette d'antibiotiques et de corticos. C'est vrai qu'il y a des études qui ont montré qu'il y avait plus de reconsultations pour les soins urgents, en tout cas vu en téléconsultation, il y a plus de reconsultations dans les 48 heures au déco parce que les gens avaient moins confiance. Est-ce que vous avez remarqué une différence dans votre raisonnement clinique, dans vos prises en charge d'une téléconsultation par rapport à une consultation en présentiel? Oui, ça nécessite quand même une adaptation. Ouais, il faut border, faut être extrêmement méthodique sur la partie interrogatoire, quoi. Des scores à faire, on les utilise, c'est le moment, quoi. Comment s'est fait votre choix de logiciel de téléconsultation? Le logiciel, c'est un petit peu particulier parce que je fais partie d'une CPTS où il y a eu un forum réalisé en 2018, donc c'est ancien. On avait choisi ensemble les meilleurs outils, ce qui nous paraissait le plus pertinent en outils de téléconsultation, de chat sécurisé avant tout et de téléexpertise. J'utilise l'outil qui est proposé par la CPTS. Donc c'est un outil commun au groupe en tout cas. Commun au groupe CPTS, c'est avantageux en plus financièrement. Comment est-ce que vous gérez au quotidien les difficultés techniques liées à la téléconsultation, problèmes d'image, de son Et bien ça, j'en ai fréquemment, parce que on a des zones blanches, ça passe pas bien, et de toute façon, même à Rouen, des fois ça passe pas bien. 1 minute de cafouillage égale stop. On arrête, transfert au téléphone. C'est bon, on n'insiste pas, ça doit pas être la galère, quoi. Et si on se rend compte que l'image était indispensable, dans ce cas-là, on transfère en visuel, on donne un rendez-vous, on trouve quelque chose. Mais sinon, faut pas se casser la tête et passer trop de temps sur la technique. C'est pas grave, les gens comprennent et ils vont être soulagés de leur côté de se dire il y a eu un transfert. Par contre, on le trace bien, je le trace bien dans le dossier, je le note. Problème technique. Et à partir du moment où on est équipé et qu'on a essayé, c'est le principal. Comment les patients ont réagi face à l'utilisation de ce nouvel outil? La réaction était bonne, parce que c'est un médecin qui s'adapte à son temps, quoi, en fait. Sinon, c'est le chauffeur de taxi qui va manifester tous les week-ends contre Uber. Et voilà, je veux dire, si on n'a pas de solution alternative à proposer aux cabines de téléconsulte ou aux gros groupes de téléconsulte, alors que c'est quand même le médecin traitant qui est le mieux placé pour réaliser ces consultations. Mais c'est une demande fréquente aussi. Il y a des patients qui demandent est-ce que vous faites de la téléconsultation. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas de mon côté, c'est une demande quand même assez fréquente. Parce que ça répond, j'imagine, à un besoin pour eux. Parce qu'il n'y a aucune téléconsultation qui n'est pas justifiée, en tout cas moi dans ma pratique, c'est ce que je ressens. C'est plutôt des jeunes qui sont satisfaits ou même des personnes un peu plus âgées
Sincèrement, oui, le profil est jeune, c'est clair. Le plus friand, ça va être l'étudiant, mais quand même, les grands-mères s'y mettent bien. Et puis les actifs. Comment la téléconsultation, ça modifie la communication et la relation de manière générale avec le patient? Pendant la téléconsultation? Oui, pendant la téléconsultation. Au niveau relationnel, ça nécessite une certaine adaptation quand même, une certaine formation pour justement pas modifier cette interaction avec le patient, ce lien. On ne regarde pas les yeux du patient, on regarde la caméra. Il ne faut pas oublier de raccrocher la caméra de temps en temps. Et c'est ça qui est ça s'apprend. Il faut avoir une caméra bien placée aussi. Donc, je m'arrange pour mettre mon image du patient sous la caméra. Si je veux travailler en même temps et remplir le dossier. Ou bien sinon, on a un support externe pour poser le téléphone, si on fait depuis le téléphone, et pas mettre le téléphone collé au clavier pour pas que ça fasse clac, 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 comme ça. Ouais, c'est des petits soins à apporter pour conserver une qualité d'entretien. Et réellement, ce qui se passe en psychiatrie, c'est presque plus fort qu'en présentiel. J'ai des gens qui se sont livrés davantage que s'ils avaient été devant moi parce qu'ils sont protégés par leur écran et ils ont réussi à lâcher plein de choses qu'ils n'auraient pas lâchées autrement. Et pour la psy, je trouve ça hyper intéressant et il y a longtemps qu'ils le savent, les psychiatres, et il y a longtemps qu'ils pratiquent la téléconsultation et c'est intéressant aussi. Ouais, ça leur permet peut-être de se livrer parce qu'ils n'ont pas de contact visuel direct avec la personne. Physiquement, la personne est dans un milieu qu'elle connaît, elle est chez elle, elle est rassurée. Voilà, elle est dans son environnement à elle, elle n'a pas eu à subir la salle d'attente avant, elle n'a pas l'attente, ça marche bien. Bien, merci Dr Boisdin pour vos réponses.